d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, IFAGE, pour cette cérémonie de lancement du Master en Risk Management. Tout à l'heure, nous aurons une conférence qui sera animée par le professeur Jean-Paul Luiseau. Au début, laissez-moi vous dire que l'IFAGE est le premier institut privé d'enseignement supérieur spécialisé en assurance dans la zone CIMA. La zone CIMA, c'est la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Tout à l'heure, nous aurons l'honneur et le plaisir d'écouter son directeur général qui certainement, lors de son allocution, nous fera une présentation plus détaillée de l'établissement. Puisque donc nous avons accusé un petit retard, nous allons y aller droit au but. Je m'en vais appeler Monsieur le Président directeur général de IFAGE, Monsieur Mandao Kandji, pour son allocution. Merci. Monsieur le directeur national des assurances du Sénégal, Monsieur le représentant de la Fédération nationale des sociétés d'assurance de droit africaine, FANAF, Monsieur le représentant de l'Association des assureurs du Sénégal, AS, c'était la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance. Maintenant, elle est devenue Association des assureurs du Sénégal, AS. Mesdames et messieurs les directrices et directeurs généraux des entreprises, messieurs les membres du conseil d'administration de IFAGE, monsieur le professeur Jean-Paul Luiseau, MBA, ARM, firme, docteur en gestion de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ancien professeur de gestion des risques à l'Université Paris 1, Management Partners et consultant. Madame la directrice générale adjointe de IFAGE, monsieur le directeur des études de IFAGE, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les membres de l'administration de IFAGE, chères étudiantes et étudiants, honorables invités, mesdames et messieurs, je ne vais pas m'attarder sur la présentation d'IFAGE, qui, vous le savez, va fêter son 10e anniversaire en décembre. Je voudrais simplement dire que nous mettons l'accent sur la qualité. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dispersés. Nous avons fait le focus sur l'assurance que nous-mêmes nous maîtrisons en tant qu'experts en assurance, mais également nous sommes en train de nous diversifier en actuariat, et la première promotion d'actuaire va sortir en décembre, à l'occasion justement du 10e anniversaire. Et je suis heureux, donc, avec également les autres étudiants qui vont sortir avec. C'est la deuxième promotion qui va sortir. Et cette deuxième promotion porte là le nom de Jean Kakou Diabou. Il a accepté donc de parrainer cette deuxième promotion. La première, vous savez, c'était le doyen Jules Deignan, qui est lui-même actuaire. Et il y a, je pense, 3 ou 4 ans. C'est en fait tous les 3 ou 4 ans que nous choisissons donc un expert, donc une haute personnalité de l'assurance, n'est-ce pas, qui est reconnu, hein, donc pour effectivement l'honorer. Alors, IFAGE, donc, sa licence est reconnue par le CAMES. Son master a été accrédité par l'ANACSUP. L'ANACSUP, vous savez, d'ailleurs, ils sont venus ici nous rendre visite. C'est
l'autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur. Et ensuite, en juillet de l'année dernière, l'ANAQ-Sup nous a habilités à délivrer nos diplômes de master et de licence. Ceci à la suite d'une longue évaluation qui est passée qui a vraiment tout, ils ont donc visité IFAGE de fond en comble. La gestion financière, la gestion administrative, la gestion des programmes, avant effectivement de donc nous délivrer ce label. Je dois également vous dire, et avec fierté, que IFAGE va ouvrir en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Nous sommes en partenariat avec un institut qui, effectivement, voudrait très rapidement que nous puissions venir nous installer sur le premier marché. C'est donc tout ça, c'est pour vous dire que, véritablement, donc IFAGE est en train un peu de... et je dois dire que IFAGE compte 14 nationalités. Donc, son label interafricain, effectivement, et nous prévoyons après, il y a également la RDC, Kinshasa, qui frappe à la porte, qui voudrait effectivement que nous puissions aller nous installer là-bas. C'est pour vous dire un peu le respect également, donc que nous vouons un peu véritablement certains pays, pour ne pas dire la profession au plan africain. Alors, pour donc cet événement, donc je voudrais dire que c'est à la fois un grand honneur et un réel plaisir pour moi de vous accueillir à cette conférence de lancement du Master en Risk Management à laquelle je vous souhaite la plus chaleureuse et la plus cordiale bienvenue. Vous savez, nous sommes dans cette dynamique de diversification de notre offre de formation. Et tout ça s'est structuré autour de l'assurance. Vous savez que les assureurs gèrent des risques. Mais à l'intérieur de l'entreprise, avant de confier le risque résiduel, parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque entreprise, il faut gérer les risques. Et le professeur va venir donc dans sa conférence tout à l'heure pour développer tout ça. Maintenant, tout ce que l'entreprise ne peut pas garder comme risque, il va effectivement essayer, par évitement, n'est-ce pas, soit de le placer auprès d'une compagnie d'assurance ou, en tout cas, de choisir la solution qui lui semble la plus opportune. Mais généralement, il le place, l'entreprise place donc le risque résiduel auprès d'une entreprise d'assurance. Donc, c'est en cette agréable circonstance qu'il me soit tout d'abord permis d'adresser mes vifs remerciements à toutes ces hautes personnalités qui, malgré leurs nombreuses et lourdes charges, ont tenu à prendre personnellement part à cette conférence. C'est la preuve, une fois de plus, de la constante confiance que vous faites à notre institution. Mes remerciements vont également à tous nos partenaires ici présents, en particulier aux médias, qui ont bien voulu accompagner notre établissement dans la couverture de cet événement. Je tiens enfin à saluer une fois de plus M. Jean-Paul Luzio, qui a non seulement accepté d'animer cette conférence, mais aussi a tenu à nous appuyer dans la mise en place du Master en Risk Management. Comme vous le savez, l'intérêt pour la prévention et la gestion des risques ne cesse de croître en Afrique et particulièrement au Sénégal. Or, le développement du risk management repose sur des ressources humaines dotées de compétences issues d'une formation de qualité adaptée aux réalités de nos entreprises. Pour prendre en charge cet important besoin des entreprises, IFAGE a jugé opportun d'innover
en proposant un master professionnel en risk management. Ce master professionnel, pour le lancement, c'est précisément, ce master professionnel a pour but de former des risques managers et des experts dans la gestion des risques. C'est précisément pour le lancement de ce programme que cette conférence a été intitulée Enjeux et perspectives du risque management en Afrique. Comme on peut le constater tout au long de ces dernières décennies, plusieurs événements imprévisibles, tant d'ordre économique qu'environnemental, ont secoué le monde. Nous pouvons citer entre autres les événements catastrophiques tels que les ouragans Irma et Maria en 2017, dont les dégâts ont été estimés à 2 milliards d'euros, soit 1312 milliards de francs CFA. L'incident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, qui atteindra probablement 22 600 milliards de yens, soit 188,5 milliards d'euros et 123 648 milliards de francs CFA. L'affaire Enron, qui a défrayé la chronique en 2008, qui a entraîné une destruction de valeur de 1,2 milliard et le licenciement de 21 000 employés avec la perte de leur retraite. La crise des subprimes en 2008, qui a été évaluée à plus de 600 milliards d'euros, soit 393 574 milliards de francs CFA. Le naufrage plus proche de nous, c'est le naufrage du bateau Le Joola, survenu en 2002 avec 1863 personnes qui ont perdu la vie. La survenance de ces événements a montré à quel point les risques font partie de notre quotidien. À cela donc s'ajoute, du point de vue financier, la volatilité actuelle des marchés et la concurrence rude et désordonnée des entreprises. Face à ces défis majeurs, la fonction du risque manager devient importante pour chaque type d'organisation. Ainsi, le rôle du risque manager est de procéder à une analyse préalable de l'environnement de l'entreprise et d'appliquer les procédures adéquates de gestion des risques. À la fin du processus, il propose des solutions de traitement optimal afin d'éclairer le conseil d'administration lors de l'adoption du plan d'action et de traitement des risques. Par la suite, le risque manager déroule le plan approuvé et met en application les actions correctives. À l'heure actuelle, la tendance est à la gestion globale des risques qui prend en compte tous les types de risques, quels qu'ils soient financiers, stratégiques, opérationnels, industriels, technologiques, environnementaux, sanitaires, etc., pour en assurer un traitement d'ensemble. Cette vision globale axée sur les risques, couvrant l'ensemble des activités, des processus et du programme d'une entreprise, place le risque management au centre des instruments de pilotage de l'entreprise. Il existe à l'heure actuelle très peu de risques managers dans les entreprises africaines. Au Sénégal, par exemple, on remarque que seules les firmes internationales accordent une attention particulière à cette fonction en disposant d'un véritable risque manager. Par contre, pour les PME, PMI, caractérisées par une fragilité financière et une équipe dirigeante très restreinte, les rendant vulnérables lorsque survient un événement inattendu. Pour ces PME-PMI, l'interlocuteur risque est généralement un intermédiaire d'assurance. Parfois, ce rôle de risque manager est confié soit aux responsables des ressources humaines, soit aux responsables de sécurité ou aux responsables de la qualité. Si aujourd'hui, le management des risques est un complément à d'autres activités, demain, il deviendra une fonction à part entière
compte tenu des enjeux que nous avons évoqués tantôt. Cette conférence a la grande ambition de donner une impulsion nouvelle à cette fonction de risque manager en Afrique. Je souhaite donc vivement qu'elle soit l'occasion d'échanges fructueux sur les enjeux de cette fonction en vue de dégager des recommandations fortes pour son développement dans nos pays. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Kandji, pour cette vision que vous avez pour l'entreprise africaine, vision bien mise en œuvre par IFAGE. Il nous a fait aussi l'honneur d'être présent parmi nous ce soir. C'est Monsieur Dem, il est directeur national des assurances. Je vous prie de le recevoir pour son allocution. Merci beaucoup. Monsieur le Président, directeur général de l'IFAGE, Monsieur le représentant de la FANAF, Monsieur le représentant de l'Association des assureurs du Sénégal, c'est bien ça, l'AS, ce n'est plus la fédération, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le professeur Lizo, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce soir à l'occasion de cette conférence inaugurale du programme d'enseignement Master en Risk Management au niveau de l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, communément appelé IFAGE. Ce plaisir est d'autant plus grand qu'il s'agit là d'une opportunité qui m'est offerte pour témoigner à son président tout l'intérêt que nous accordons au défi qu'il s'est lancé pour le développement de l'industrie des assurances africaines. Après plusieurs années à la direction des assurances, passées à la direction des assurances, et plusieurs années passées à la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Permettez-moi donc, à l'entame de mon propos, de rendre au président directeur général de IFAGE, mon grand frère Mandao Kandji, un hommage mérité pour son engagement au service de l'assurance africaine. Cet engagement se manifeste aujourd'hui à travers un des objectifs majeurs que nos États ont assignés à la CIMA, à savoir poursuivre la politique de formation des cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entreprises et des administrations de nos États. Monsieur le Président, avec la création de l'IFAGE, vous avez doté notre pays, j'allais dire l'espace communautaire CIMA, d'un outil supplémentaire d'encadrement et de perfectionnement des ressources humaines pour nos organismes d'assurance et nos administrations publiques, à l'instar du prestigieux Institut international des assurances de Yaoundé. Cette œuvre participe également à l'un des objectifs spécifiques déclinés à travers l'axe 1 du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel des politiques publiques au Sénégal, à savoir faire de Dakar un campus intégré de référence par un renforcement de l'offre d'enseignement supérieur spécialisé, centré sur les secteurs clés de l'émergence économique du Sénégal et de la sous-région. Malgré son jeune âge, IFAGE s'est positionné comme l'un des établissements de formation phares de notre pays dans les domaines de l'assurance et de la gestion des entreprises. Son accréditation par le CAMES, après seulement 5 ans de fonctionnement, constitue une reconnaissance de votre engagement et de votre détermination à former des managers de qualité au service d'une industrie des assurances performante. Comme disait le célèbre poète et dramaturge français Pierre Corneille, je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Monsieur le Président directeur général de IFAGE, il me plaît de vous encourager à titre personnel pour les efforts tangibles, concrets, que vous ne cessez de déployer pour mettre l'assurance africaine à l'image de ce qui se fait le mieux. Et ceci dans le segment le plus approprié pour cette ambition, à savoir la formation des futurs managers. Je vous encourage, en dépit des difficultés inhérentes à toute activité d'éducation,
à persévérer dans la voie de l'excellence managériale et académique. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers lauréats, le nom de l'animateur de cette conférence inaugurale constitue également pour moi une raison supplémentaire du sentiment de plaisir, j'allais dire d'honneur et de fierté qui m'habite au moment où je m'adresse à cette honorable assemblée. En effet, alors que nous étions au début des futurs managers à l'Institut international des assurances de Yaoundé, le professeur Jean-Paul Luiseau a fait partie de ces éducateurs émérites qui ont su, par la pédagogie, éveiller nos esprits à des domaines nouveaux et au-delà ont pu influencer des orientations professionnelles. Vous comprendrez donc aisément que face au maître, je n'ose évoquer le sujet qui nous réunit cet après-midi dans cette salle Ahmadou Kourouma, illustre parrain dont le nom restera à jamais lié à cette jeune histoire de l'assurance africaine en zone CIMA. Je suis persuadé qu'au sortir de cette conférence inaugurale, il ne manquera pas de candidats désireux de s'initier aux méthodes d'évaluation de gestion des risques qui pèsent sur nos entreprises africaines. Comme pour remettre en question cette pensée, des spécialistes en risque manager, originaires de notre continent que je cite, ce n'est pas l'Afrique qui refuse le risque management, mais c'est ce dernier qui ne parvient pas à s'implanter en Afrique. Fin de citation. Même si elle date de plus d'une décennie déjà, même en elle-même, mérite en elle-même le questionnement de cette spécificité de nos entreprises face au risque management. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Beaucoup à vous, Monsieur Dème. Je rappelle que vous êtes le directeur national des assurances. Mesdames et Messieurs, nous avons fait venir ce soir un grand monsieur qui, certainement, après sa conférence, va enlever au risque management sa peur de s'installer en Afrique. Monsieur Jean-Paul Luiseau est docteur ES en sciences de gestion de l'Université Paris-Panthéon. Il est ingénieur civil des mines, licencié ES économie, master en management de Kellogg School of Management and associate in risk management et fellow de l'Institut du risque management. Il a été Research Fellow de l'Université de Pékin de 2003 à 2006. Il soutiendra sa thèse de docteur ES en sciences de gestion à l'Université Paris-Panthéon, Sorbonne, le 17 décembre 2014. Monsieur Luiseau a consacré l'essentiel de sa carrière depuis 45 ans au service des entreprises, des collectivités et des établissements de santé pour la gestion de leurs risques. Son expérience comprend l'ensemble du triangle de l'assurance puisqu'il a été courtier, assureur et risk manager. Il est intervenu comme consultant en gestion des risques et des assurances ponctuellement ou en tant que risk manager externalisé dans diverses entreprises, dont le groupe Smith & Nephew France, TLD, TELS, Air France, CDF, Meubles Rap, BUD. En 2008 et 2009, il a été basé aux États-Unis pour développer pour The Institute Malvern, PA, un cours d'ERM, Entreprise Wide Risk Management, ARM 57, conduisant à la qualification professionnelle ARME. Parallèlement, il participe activement à la formation initiale et continue en finance, assurance et gestion des risques des professionnels et étudiants. Pendant 6 ans, il a dirigé le premier programme de formation à la gestion des risques offert en France aux praticiens 16 83-88. Vous savez, il y a de ces CV tellement éloquents qu'il est très difficile de les lire entièrement. Je vais juste vous demander d'accueillir avec les honneurs qu'il faut Monsieur Jean-Paul Luiseau. Monsieur le directeur, vous n'avez pas ajouté parce que vous pensiez que vous étiez dans un public de votre génération, sans doute. C'est Rodrigue, dans le Cid, s'adressant au père de Chimène, qui a dit le vers que vous avez cité de Corneille. C'est donc un jeune
qui expliquait à quelqu'un qui était expérimenté que la valeur n'attend pas le nombre des années, et c'est ce que je compte vous démontrer ce soir, d'autant plus qu'à 72 ans la semaine prochaine, il est temps qu'une nouvelle génération naisse, et qu'une génération naisse en Afrique, en fait. Nous avons déjà formé quelques risk managers africains et marocains, à Casa et en France, mais pas encore ici. Je n'aurais pas, et vous allez être surpris sans doute par rapport à ce que vous avez entendu à l'IA de Yaoundé, je ne fais pas en 2 ans, si vous voulez, à chaque fois que je retourne à Yaoundé tous les 2 ans, en 2 ans, je m'aperçois à quel point le chemin de la gestion des risques est important. L'explosion, si vous voulez, qu'a connue la gestion des risques, elle remonte en réalité, effectivement, hasard du calendrier, peut-être, lien de cause à effet, j'en sais rien, à 2001. Rappelez-vous, en septembre 2001, il y a eu 2 incidents, si j'ose dire, très lourds, à 10 jours d'intervalle, c'est-à-dire ceux dont on se souvient toujours, le 11 septembre à New York et à Washington, même si la théorie du complot essaie de nous faire croire que ce n'était pas véritablement ce que cela a été. J'ai du mal à suivre cette théorie du complot. Mais les médias nouveaux nous obligent parfois à réfléchir quand même. Et puis le 22 septembre, une entreprise importante française a explosé. Et l'explosion eût été bien plus grave si 6 mois plus tôt, l'usine voisine qui appartenait à la SNPE, Société nationale des poudres explosifs, n'avait enterré sa cuve de gaz moutarde. On l'appelle autrement, mais c'est du gaz moutarde. Eût-elle eu lieu 6 ou 8 mois plus tôt, cette explosion aurait pu éradiquer la ville de Toulouse, 300 000 personnes. C'est pour ça qu'en regardant avec le recul, on se dit qu'il est bon. C'est un assureur, c'est AXA, il faut le reconnaître, qui avait exigé de la SNPE qu'elle enterre cette cuve 2 ans plus tôt, et les travaux se sont faits au printemps, 6 mois avant. De plus, les responsables sur le terrain, les compagnons de la SNPE, Société nationale des poudres explosives, sont habitués au risque. C'est leur métier, c'est leur raison d'être. Sont restés sur place, couverts de blanche, je ne sais pas si vous avez vu les photos, couverts de poudre blanche, à mettre en sécurité tous les tuyaux avant de quitter le site. C'est ça qui a sauvé la ville de Toulouse. On l'oublie, on ne le sait pas, les journalistes même n'en ont pas toujours parlé. Quoi qu'il en soit, de cette explosion de la gestion des risques est né un concept qui avait été balbutiant dans la dernière décennie du XXe siècle, mais qui a vraiment explosé avec cette première décennie et bientôt la fin de la seconde décennie du XXIe siècle, c'est ERM. Mais ne nous y trompons pas. Il ne faut surtout pas développer ERM, comme le font trop souvent encore nos amis américains, en Enterprise Risk Management, pour 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Ce n'est pas la gestion des risques d'entreprise. Et la deuxième, c'est qu'en français, risque d'entreprise est ambigu, puisque c'est ce qu'on appelle les risques spéculatifs d'habitude. Et donc, si je parle de risque d'entreprise à un hôpital, à un département ministériel, à une collectivité territoriale, ils me regardent en disant « mais je ne suis pas une entreprise ». Si, ils sont une entreprise au sens humain du terme, mais pas à but lucratif. Alors que si on rajoute ces 4 petites lettres, WIDE, Enterprise Wide Risk Management, la traduction est totalement différente. C'est gestion des risques étendue à toute l'entreprise. Autrement dit, que vous le sachiez ou non, vous êtes déjà tous des risk managers. Vous gérez vos risques quand vous traversez une rue. Et vous devez apprendre, quand vous allez en Australie, qu'il faut d'abord regarder à droite, puis à gauche, sinon on risque des catastrophes. Ça, c'est l'aspect culturel que je voulais évoquer. Donc on peut passer à la slide suivante. Mais qu'est-ce que veut dire cet Enterprise Risk Management? Ça rejoint un propos de votre président-directeur général sur la globalité. Et j'y rajoute, bien qu'il l'ait dit d'une autre façon, c'est intégré à toutes les fonctions. Et aujourd'hui, je vais y arriver, intégré à la stratégie. Il n'y a pas de gestion qui ne soit gestion des risques. C'est tellement vrai, que j'en tiens que par-delà l'invention de la machine à vapeur qui, dit-on, aurait fait la première révolution industrielle au XIXe siècle,
La révolution industrielle a été en marche bien avant. C'est en fait deux petits Français, Fermat, le mathématicien, et Pascal, le philosophe dit mathématicien, qui, par l'invention du calcul des probabilités, repris un siècle, c'est le XVIIe siècle, hein, repris au XVIIIe par Bernoulli, qui a transcendé le calcul des probabilités pour des probabilités fixées, mathématiques, théorie du jeu, si vous voulez, à des théories expérimentales, donc Bernoulli, qui a permis de développer en fait la prévision. On est passé à ce moment-là, et c'est ce que mon maître Georges-Yves Kervern, créateur des Syndiniques, disait bien, on est passé à ce moment-là d'un monde qui craignait l'avenir et s'appuyait sur, suivant ses croyances, le Dieu ou les dieux pour obtenir ses bonnes grâces, à une capacité de prévoir, de préparer l'avenir. Cette préparation de l'avenir est ce qui a permis de passer de l'autarcie aux échanges. Bien sûr, on n'est pas en 1850 à la globalité qu'on connaît aujourd'hui, mais déjà on avance. Et je crois que cette quatrième révolution, sur laquelle on a passé une petite marche, mais dont on ne sait pas encore ce qu'on fera de l'intelligence artificielle, cette quatrième révolution que vous allez vivre, vous les jeunes, c'est à vous de la prendre en main. Et mon souci, ou mon espoir, c'est que pour cette prise en main, c'est l'intelligence humaine qui va jouer, c'est la capacité de réfléchir, et à ce métier-là, l'Afrique est aussi bien armée que tous les autres continents. Ce n'est pas l'argent seul, ce n'est pas la richesse seule qui va déterminer qui réussit, c'est l'intelligence, l'astuce. Et quand je regarde, depuis 40 ans que je viens régulièrement en Afrique, à quel point j'ai trouvé ici ou là des gens dont l'intelligence est pratique, remplacée parfois, bien souvent, des machines défaillantes, je me dis qu'à cette aune-là, l'Afrique est même plutôt bien lotie. Gestion globale et intégrée, donc je le dis, à tout. Autrement dit, nous sommes tous des risk managers. Ça ne veut pas dire, c'est sur ce qu'on terminera, qu'il ne faut pas aussi des professionnels de la gestion des risques. On peut avancer à la suivante. Le problème, c'est que, vous le savez, c'est le grand mot des conseils d'administration aujourd'hui, c'est le grand mot des présidents. Écoutez, même M. Emmanuel Macron ou Macky Sall, c'est la création de valeur. Qu'est-ce que, et vous devez tous vous poser la question, qu'est-ce que j'apporte à la société de plus que ce que je lui prends? Rappelez-vous, Macron l'a repris, mais c'était déjà, il y a bien longtemps, en 1961, le 20 janvier 1961, que le président Kennedy le disait. Ne vous posez pas la question de qu'est-ce que l'Amérique fait pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour l'Amérique? Eh bien, je vous pose la question. Ne vous posez pas la question qu'est-ce que fait mon pays, qu'est-ce que fait la société pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour enrichir la société? C'est ça la vraie RSE, c'est ça être citoyen. Être citoyen, c'est être sûr que votre bilan personnel d'entreprise, votre compte d'exploitation personnelle, votre compte de résultat dégage du positif pour ceux qui vous entourent. Et si chacun nous dégageons quelque chose, eh bien tout ira mieux. Et en particulier, je suis persuadé qu'à horizon 2050-2060, je vous regarderai de là-haut, vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de faire de l'Afrique ce qu'elle doit être, un continent fort, un continent développé, un continent où tout le monde a sa chance, à commencer bien sûr par des chances sur la santé. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est que cette création de valeur, donc de la gestion des risques? La création de valeur fondamentale, c'est d'éclairer les décisions. C'est de permettre de réduire le champ de l'incertitude dans un maillon plus important. Et, bien sûr, en parallèle, de préparer pour l'inattendu. Car ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est deux éléments. Il est global, oui, mais il est aussi imprévisible. Il est sujet à rupture. Il est sujet à tsunamis, qui ne sont pas forcément uniquement des mouvements des fonds marins entraînant, mais aussi des tsunamis sociaux et culturels. Ces tsunamis, il faut apprendre à les gérer. Il faut apprendre à les gérer dans l'intérêt de tous. C'est un des grands problèmes, d'ailleurs, vous le savez aujourd'hui,
c'est que l'appropriation des richesses par le petit nombre, par rapport au grand nombre, conduira à une explosion. À vous de savoir leur apprendre et apprendre à partager. J'espère que M. Arnaud m'entend. Ensuite, il faut évaluer les risques. Il faut savoir où l'on va. Ne nous ne l'aurons pas. Par définition, le risque, c'est l'incertitude. Donc on ne saura jamais tout. Mais il faut férocement, et c'est ce à quoi servent les actuaires si on les guide bien, il faut férocement quantifier tout ce qui est quantifiable, précisément pour ne laisser cette part d'inconnu, qui est la vie finalement d'ailleurs, de ne laisser cette part d'inconnu que pour ces risques-là qu'on a du mal à comprendre, qu'on appelle parfois les risques émergents, et encore s'ils sont émergents, on a une idée de ce qu'ils sont, je dirais par les risques non encore émergents, ceux qui vous surprendront demain au réveil. Et j'aime bien cette phrase qui est de dire, il faut aussi que vous ayez un sens de la mission, un sens de ce que vous voulez faire, car il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de meilleur chemin, il n'y a pas de performance optimisée si on ne sait pas où on veut aller. Allez-y, suivant. Alors, ceci dit, on n'est pas dans le nu, dans la nature. Il y a deux grandes sources internationales, si vous voulez, de référence en matière de gestion des risques. Le premier, dans le temps, d'ailleurs, et c'est pour ça que je cite en premier, et aussi peut-être le plus connu, c'est celui qui a été dérivé par le COSO, qui avait d'abord fait un COSO audit, et qui a fait un COSO ERM, et qui avait imaginé, pour ceux qui l'ont vu, un cube absolument illisible et incompréhensible, et je vous mets au défi de l'expliquer à un administrateur de façon claire. C'est pourquoi, dans sa version 2017, après avoir travaillé avec nous, je vous dirai, ce sera la slide d'après, ils ont développé plutôt cette flèche de valeur. Donc ils ont remplacé le cube en disant, voilà, la création de valeur, elle ruse là-dessus. Donc la flèche, là, est extraite du COSO ERM 2017 qui a été publié en octobre 2017. Mais, en février 2018, ce mois-ci, en anglais, en français, il y a encore quelques petits ajustements. Slide suivante. Apparaît l'ISO 31000-2018. Et remarquez quoi? Remarquez que sur les principes, la création de valeur est tellement importante que c'est même plus un des principes, c'est au cœur de la roue des principes. Donc, en somme, d'une certaine manière, si je dirais, la flèche du COSO ERM vient transpercer les principes de l'ISO en leur centre, en leur cœur, assurant la liaison et la compréhension complète. Ce n'est pas un hasard. Un des membres du COSO ERM faisait partie de notre groupe de travail international pour l'ISO 31000, dont je fais partie depuis 2005, et il nous a communiqué ce qu'ils avaient préparé, si vous voulez, et c'est dans nos discussions le soir, après, qu'on a évoqué non pas la flèche telle que vous avez vue, mais l'idée de grâce. Libérez-nous de ce cube qui nous enferme et où on ne sait pas où on va. Mettez-nous donc une chaîne de valeur. C'est eux qui ont eu l'idée de cette flèche pour la chaîne de valeur. On passe à la suivante. Mais si le poisson pourrit par la tête, disait Mao, il renaît aussi par la tête. Donc la gestion des risques telle que je viens de l'évoquer, qui doit innerver l'ensemble de l'organisation, ne peut se mettre en place que si le conseil d'administration, et d'ailleurs les règles de gouvernance des pays de plus en plus, les cadres juridiques, mettent clairement la responsabilité de la gestion des risques sur les administrateurs. Dans certains pays, et en particulier pour les institutions financières, banques et assurances, il y a même une responsabilité personnelle qui peut aller jusqu'au pénal en cas de défaillance grave. Et contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les administrateurs peuvent, dans certains cas, être responsables sur leur bien propre. On parle de sérieux. Parce que vous nommez des administrateurs aujourd'hui, ils ont tendance à relire exactement à quoi ils s'engagent et à se préparer. Mais ne vous inquiétez pas, M. Kandji et moi sommes prêts à former tous les administrateurs qui souhaiteront comprendre la gestion de risque avant d'accepter un poste d'administrateur et de leur délivrer même un certificat disant qu'ils ont compris, s'ils ont compris. Mais ceci, ça va être... Alors là, je m'inscris un petit peu en faux sur quelque chose. Vous n'entendez pas de culture de gestion de risque. Non.
on ne fait pas une culture de gestion de risque ex nihilo. On ne crée pas ex nihilo une culture. En réalité, ce qui est absolument indispensable, c'est qu'on greffe sur la culture existante. L'IFAGE a 10 ans, il y a déjà une culture. Je ne vais pas demain venir à l'IFAGE et dire à M. Kandji, on va faire comme ci, comme ça. Non, les étudiants, il y a des anciens, il y a une association d'anciens, il y a des cultures. Nous allons, par contre, veiller à ce que tous les anciens soient recyclés pour qu'ils intègrent la gestion des risques dans leurs décisions quotidiennes. Il y va de la réputation de l'IFAGE. Il y va de votre réputation. Et votre réputation, rappelez-vous, messieurs les diplômés, mesdames les diplômés, c'est votre capital. Travail. Ensuite, on va répondre à 5 questions. Alors, ces 5 questions, je les pose d'une certaine façon, slide suivante, mais en fait, comprenons-nous bien, la forme n'a rien de sacramentel. Hein. Mais en gros, vous m'avez dit que vous créez de la valeur. Comment? Je l'ai dit, amélioration de la décision et du pilotage de la décision, non seulement. Comment va-t-on mesurer le succès? C'est les problèmes de métrique. C'est ce qu'on appelle aussi, vous l'avez entendu, les KRI, les Key Risk Indicators, ou les KPI, les Key Performance Indicators, que nos auditeurs savent bien manipuler. Qu'est-ce qui pourrait conduire à l'échec? Autrement dit, qu'est-ce qui ferait que la greffe ne prend pas? Essayez, si vous avez une idée, de greffer un arbre à pépins sur un greffon d'arbre à noyau. Ne marchera pas. Autrement dit, si vous essayez de greffer des compétences en gestion des risques en Afrique, commencez par vous imprégner de culture africaine. Et vous devez savoir que si vous êtes à Dakar ou si vous êtes à Ziguinchor, c'est le même pays, ce n'est pas la même culture. Que si vous allez à Yaoundé, dans l'ethnie d'origine du président Paul Biya, ou que vous allez voir des Eondo qui sont voisins, mais pas les mêmes, ou si vous allez voir des Bassa ou des Bamileke, vous n'avez pas du tout la même réaction. Vous savez, Mao disait, et le Che aussi, à propos des terroristes, il faut qu'ils soient comme ça des poissons dans l'eau dans la population. Eh bien, c'est ce que doit être le risk manager dans son organisation. Il doit être comme un poisson dans l'eau dans son organisation, être compris, connu de tous. Autrement dit, le matin, si je dois assister à un conseil d'administration et apporter mes questions, rappelez-vous, un consultant a toujours les questions, les réponses, c'est les autres. Il n'a pas les réponses. Un consultant qui a les réponses, il est mort. Il ne sert plus à rien. Il doit poser les questions, les bonnes questions. Et donc le matin, c'est de dire, OK, vous voulez vous installer, on choisit l'Inde ou on choisit la Chine? À quel horizon? 2040, on peut réfléchir. 2050, c'est l'Inde, pas de discussion. La Chine, avec sa politique d'un enfant, vous le savez bien, va décliner à partir de 2040. C'est inéluctable, au profit de l'Inde. Aujourd'hui, je jouerais l'Inde contre la Chine si je jouais 2060. 2060, je vous ai dit, à ce moment-là, je vous regarderai d'en haut. Mais, pour revenir à l'idée, c'est fondamental de regarder. Et à la limite, de dire, mais attendez, on a dit l'Inde, mais l'Inde est un pays multiple. Quel État de l'Inde vous allez choisir? Ou quelle province en Chine? Déjà, savoir que c'est des provinces en Chine et des États en Inde. Ça fait mieux pour parler devant un conseil d'administration. Et puis, à midi, vous déjeunerez peut-être avec un directeur d'unité, dont le souci est quoi? La continuité des opérations. Vous devrez discuter avec lui de ses plans de continuité d'opération, quels sont les risques qu'il présente. Et si vous traversez par hasard l'usine le soir, vous devez expliquer à un compagnon pourquoi, quand on soude, il faut mettre des lunettes, parce qu'on risque d'avoir des projections et de devenir aveugle. Il faut à chacun parler en risque, en mesure qui lui parle. Je parle milliards et installations à un conseil d'administration. Je parle maintien de ma continuité et donc de ma performance, donc de mon bonus de fin d'année, qui fait peut-être la moitié, dans certaines entreprises, de mes recettes au directeur d'unité. Et aux compagnons, je ne parle pas du risque que le président aille en prison s'il devient aveugle à la suite d'un accident professionnel. Je lui parle de sa vie à lui, de son intégrité physique et de son avenir. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Comme un poisson dans l'eau, oui, mais vous prenez
Alors là, c'est le caméléon, c'est plus le poisson. Vous prenez la couleur de la branche sur laquelle vous êtes, de façon à être vraiment ce consultant, ce conseil écouté. Alors, on a dans un premier temps défini, slide d'après, cette notion de GRC. Alors, j'insiste un petit peu, gouvernance, conformité, j'ai mis un S, alors que parfois on parle de la conformité. En fait, il y a des conformités en fonction du type de législation qu'on regarde. Tout ceci est éclairé par le risk management. Et c'est ce qui délivre, pour reprendre un mot britannique, la licence sociale d'opérer. Autrement dit, oui, je sais qu'une centrale nucléaire, ça fait peser des risques, mais je sais que si en France, il n'y avait pas eu les centrales nucléaires, la crise de 2008 et la crise du pétrole nous auraient mis dans une panade dont nous ne serions pas encore sortis. Alors, merci le nucléaire. Bien sûr, c'est plus facile à moi de le dire parce que la première centrale nucléaire la plus proche de chez moi, enfin je suis entre deux, et est à une centaine de kilomètres, 70 kilomètres en amont de la Loire et 60 kilomètres en aval. On se dit 60 kilomètres pour un accident nucléaire grave, c'est pas grand-chose. Enfin, je suis hors de la zone où on vous donne les comprimés de iode à l'avance. Mais ce serait peut-être plus difficile si j'avais, comme on dit, en fait, mon arrière-jardin qui se plante sur la centrale nucléaire. Mais elles sont indispensables, ces centrales nucléaires, aujourd'hui à la France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer le risque nucléaire mieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envisager de les sortir. Mais vous savez, si c'est pour faire comme Mme Merkel a fait, sortir du nucléaire pour aller retourner dans le charbon, je ne suis pas sûr que la planète y gagne en matière de réchauffement et de CO2. Donc cette licence sociale d'opérer, elle est délivrée, en somme, c'est de dire, qu'est-ce que c'est? C'est dire, les parties prenantes acceptent que vous entraîniez un risque parce que vous apportez en échange une création de valeur dont on a besoin et que vous gérez en bon père de famille, pour résumer nos adages juridiques classiques. Suivante. Cela dit, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré une voiture qui a des phares longue portée, qui a un volant, c'est la gouvernance, et qui a un frein, c'est la conformité. Bon, une voiture qui n'a qu'un volant, un frein et des phares longue portée, elle ne va pas aller loin, il lui manque quoi? Un moteur. Et ce moteur, suivant, dans un monde extrêmement volatile et complexe, c'est un processus de stratégie permanent. Pourquoi je parle du SRC, stratégie de changement? Parce que c'est ça qui est effectivement le cœur de tout l'instrument de la résilience. Donc, mon triangle que je vous mets là, SRC, n'abolit pas le précédent, il le complète en y apportant l'énergie suffisante. Et énergie importante parce que, rappelez-vous, les corps sociaux n'ont rien de plus en horreur que le changement. Or, le changement, mesdames, messieurs, pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez le vivre au quotidien. Le changement, c'est votre vie. On ne vit qu'en changeant, on change tous les jours. Et c'est en vous convainquant que ce changement est nécessaire et indispensable que vous avancerez. Mais bien sûr, il faut que chacun dans ce changement ait conscience et la certitude qu'il va de l'avant et qu'il va plus loin. Suivant. Allez-y, je vous laisse lire rapidement, là je ne vais pas reprendre, je ne vais pas faire le perroquet devant vous, vous savez lire, je présume. Donc on veut passer à la suivante. Et c'est pour ça qu'il faut un standard de référence. Alors pourquoi il faut un standard de référence? Les associations de risk managers, l'AMRAE, l'association de risk managers français en tête, ont été contre les standards très longtemps. Telle enseigne que pratiquement de 1999 à 2000, des signaux faibles, des sentinelles, pour prévenir, attention, les choses changent, les prémices sur lesquelles on s'est basé pour établir la stratégie, le SWOT, si vous voulez, sont plus vraies. Donc il faut réviser la stratégie, l'adapter pour que la performance soit toujours optimale en fonction de ce que le destin nous donne, ou l'optimiser en plus, carrément dans certains cas, avec des révisions déchirantes de stratégie. Souvent, les échecs d'entreprise sont des entêtements dans des stratégies
qui paraissaient bonnes, qui se révèlent moins bonnes, et les dirigeants s'entêtent dans la stratégie, s'entêtent, jusqu'à ce qu'on soit noyé sous les coups. Encore une fois, il peut arriver même des cas où les missions qu'on s'était assignées, il faut les revoir. Je ne peux pas m'empêcher, heureusement qu'il n'est pas là, il m'en voudrait peut-être beaucoup de dire ça, de réfléchir à la mission initiale de l'Institut international des assurances il y a 50 ans et ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Il y a une révision déchirante à faire là-dessus. Il y a des points communs, il y a des piliers qui restent, mais sur les tuiles et sur la forme du toit, on pourrait en redire comme on pourrait en redire sur le nouveau siège, justement. On passe à la suivante. Alors, vous voyez bien, l'important, c'est de comprendre que la gestion des risques n'est pas un système de management en soi, sauf cas exceptionnel s'il n'y en a pas du tout. On va se greffer, et vous voyez une route d'émis, on va se greffer sur l'existant pour ajouter une dimension. On ajoute cette dimension à tous les niveaux, et c'est ce qui est création de valeur, cette réflexion. Encore une fois, ce qu'apporte la gestion des risques, je peux le résumer en 2 mots. Et si? Et s'il se passait telle chose? C'est toujours remettre en cause les certitudes. On avance. Vous voyez que le cadre de référence, on retrouve bien la notion d'intégration, enfin conception, mise en œuvre, évaluation, migration, intégration. Et on voit bien que le leadership est au cœur. Mais ce leadership-là, ce n'est pas le leadership du risk manager. C'est le leadership des dirigeants dont, comme M. Ganji l'a dit tout à l'heure, le risk manager doit veiller à ce qu'il soit exercé effectivement dans la réalité. On passe au suivant. Par les risques, un langage commun. Je ne vais pas vous relire ça aussi, puisque je vous l'ai déjà dit, et je vous ai évoqué. On gère tous des risques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On vit dans l'incertitude. La vie est incertitude. Et la mort est peut-être encore une plus grande incertitude, mais vu de notre prisme, seule la mort n'est pas incertitude, puisqu'on est certain, un jour, que dans cette salle, chacun d'entre nous, un jour, seront confrontés à notre Créateur. Suivant. Pourquoi les dirigeants doivent s'engager? Ben, ça, vous le savez. Pour ceux qui ont déjà fait de la gestion de projet ou de la gestion de changement, il est fondamental que les dirigeants soient fortement engagés. Mais aussi que chacun des acteurs du changement soit impliqué dans le changement qui va les affecter. Rappelez-vous ces échecs retentissants des systèmes d'informatique quand c'était l'informaticien maison qui concevait tout sans jamais aller sur le terrain voir comment les gens le faisaient. Et comment aujourd'hui les systèmes d'information sont plus vivants et marchent mieux parce qu'on demande l'avis des gens qui vont utiliser. Est-ce que c'est convivial? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a bien sur ces tableaux ce dont vous avez besoin pour gérer? Et cette 4e révolution de digitalisation ne peut pas se faire contre les gens. Elle doit se faire avec les gens. Et sans doute avec la redéfinition des métiers aussi. Les gens qui passaient leur temps à établir des états vont peut-être passer leur temps à analyser ces états ou à servir des clients. On continue. Alors, il y a la question de l'appropriation des risques par tous, et on va les passer en revue rapidement. Allez-y. Vous allez pouvoir les faire décliner assez rapidement, tous les trucs. Vous voyez, l'environnement de développement durable, le principe de précaution, les implications, les réseaux logistiques. Vous avez vu que j'ai mis réseau et pas chaîne. La gestion du risque juridique, la sécurité et le terrorisme, continuons. La réputation et la communication sur les risques. Et enfin, la gestion des crises et le déploiement stratégique. Et enfin, l'éthique, la gouvernance et la cybersécurité, aujourd'hui, bien entendu. On continue. La proposition de risque partout, ça suppose de développer des compétences de risque à tous les niveaux au sein de l'organisme. Autrement dit, il ne s'agit pas... On va ici ouvrir un master qui va former des risk managers. Mais ces risk managers ne réussiront que si eux savent, au besoin avec notre appui, on est prêt à le faire, savent démultiplier dans l'entreprise la formation qu'on leur a donnée. Mais c'est une formation action, c'est une formation sur le terrain, c'est une formation... autrement dit, les opérationnels, on ne va pas leur dire on va vous former en gestion de risque. On va leur dire on va vous tenir un atelier de diagnostic des risques pour que vous répertoriez et analysiez vos risques. Et c'est au travers de ce exercice indispensable qu'on va les former. De même qu'on ne va pas aller trouver un conseil d'administration et dire on va vous prendre 2 jours pour vous former. D'abord, les administrateurs savent tout, c'est bien.
Donc, on va par contre aller voir en disant quelles sont vos préoccupations principales. Qu'est-ce que vous craignez demain? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voyez votre entreprise dans 20 ans? Bon, c'est un travail de consultant pratiquement en stratégie, vous le voyez, hein, mais avec ce sous-jacent « et si les choses ne se passaient pas comme vous l'espérez ». En particulier, il faut donc le chemin de retour. Alors, je vous propose un outil, je vous le donne rapidement. Allez-y, vous le verrez. Continuez. Ça, c'est le nœud papillon classique, cause, conséquence, allez-y. Et puis, je me dis, oui, seulement on ne sait pas d'où viennent les causes, on ne sait pas d'où viennent les conséquences. Donc, j'ai fait une version un peu plus compliquée. Allez-y, le suivant. Et vous voyez bien la prévention agissant sur les causes, la réduction, allez-y, la protection, agissant, et puis la gestion de l'événement au milieu. Allez-y. Et voilà, compliqué en disant, ben voilà, parce que je tiens compte du degré de maîtrise que j'ai des causes et des conséquences. Si c'est chez moi, je dois pouvoir maîtriser. Si c'est mes partenaires, j'ai des moyens d'action sur eux, au travers du choix que j'ai, au travers des contrats et au travers d'un contrôle continu. Si c'est l'environnement, là, je dois m'interroger. On continue. Impliquer les propriétaires de risques. Il s'agit pour eux de tenir à jour ce registre des risques. Attention, n'écoutez pas ce que ça vous dise. Un registre des risques ne gère pas les risques, mais il est indispensable pour les gérer. On continue. Contrôle, auto-évaluation. C'est indispensable que les gens prennent l'habitude de revoir régulièrement. On ne peut pas imaginer qu'une fois par an, aujourd'hui, on va revoir les risques. C'est trop peu fréquent. Or, le risque majeur ne peut pas être partout. Donc, il faut que les gens s'habituent à d'eux-mêmes réagir quand les partenaires ou quand les gens sur le terrain disent il y a des choses qui sont différentes. J'ai conseillé Walmart à l'époque. Et je leur ai dit, vos meilleurs conseillers en risque, finalement, c'est, puisqu'on appelle les associés, hein, c'est des vendeurs, mais on appelle les associés dans les boutiques, parce que s'ils savent écouter ce que disent les gens en se baladant dans vos rayons, vous saurez ce qu'ils pensent vraiment de vos produits, ce qu'ils pensent vraiment de votre service. Et ça, c'est important. Il faut habituer chacun de vos collaborateurs, mais dans une compagnie d'assurance, dans une société d'assurance, chaque collaborateur est un informateur potentiel. Il a tous les jours des assurés au téléphone. Il peut faire remonter l'information. Encore faut-il l'écouter. On parle souvent de politique de lanceur d'alerte, mais pour moi, la politique de lanceur d'alerte, c'est déjà l'échec. S'il y a besoin de politique de lanceur d'alerte, c'est qu'on n'a pas écouté les alertes venant du terrain. Puisque le lanceur d'alerte, c'est par définition externe. Écoutons donc en interne d'abord. Continuons. Rendre compte sur les risques. Bon, et puis la nécessité alors, vous comprenez bien, pour pouvoir travailler et prévoir des scénarios d'avenir, c'est là que le business intelligence ou le business analytics deviennent essentiels. On va, allez-y. C'est disposer à tout moment des informations nécessaires et des sources d'informations qui permettent de faire très vite des scénarios. On avance. Alors, dans ce cadre-là, qui est le Chief Risk Officer? Qu'on l'appelle Risk Manager, qu'on l'appelle directeur de risque d'assurance, directeur de maîtrise des risques, directeur ER, directeur de contrôle interne des risques, professionnel de risk management, doit être un cadre dirigeant. Pour moi, c'est fondamental, compétent. De niveau, pour vous donner une allusion, une remarque, il faut qu'il ait des compétences relevant de ce qu'on appelle un MBA. Attention, nouvelle génération, pas traditionnelle. Un MBA basé sur les risques et non pas un MBA basé sur la Harvard Business Review de 1955. Rendre compte directement à la direction générale, faire partie du comité exécutif, intervient comme conseil et non comme décideur. Il ne doit jamais se prendre pour le chef d'orchestre. Hein. Consultant interne à la discussion de tous, et son action doit s'inscrire dans le cadre du coaching, de l'aide, des vrais risk managers sur le terrain. On passe à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'il doit connaître? Il doit avoir des connaissances en gestion, processus stratégique, circuit d'information analytique, l'ensemble des fonctions de l'organisme, et puis il doit avoir des capacités de communication. Être un facilitateur, un coach en interne, le risk manager doit aussi être en mesure de coordonner la communication, consultation avec l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça qu'on peut imaginer, dans un M2 de risk management, d'avoir effectivement des professionnels de l'audiovisuel et des médias sociaux qui viennent apporter leur pierre supplémentaire à nos étudiants. On continue. Allez-y. Donc, il doit savoir qu'il est le premier violon solo. C'est celui qui apporte le la aux cordes, qui est transmis par la flûte. Et pour que chacun joue en harmonie, de façon à ce que le chef d'orchestre, effectivement, s'appuie sur l'orchestre en harmonie. Allez-y.
Et en particulier, il doit harmoniser cette de la pyramide traditionnelle des risques qu'on montre, vous savez. Les risques de fréquence, les risques moyens et les risques exceptionnels. Allez-y, lancez. L'ère de l'artisan, ce que j'appelle l'ère de l'artisan. L'ère de l'ingénieur, allez-y. Et l'ère du stratège. Et autrement dit, c'est un va-et-vient, un top-down et un bottom-up continuel qui permet qu'effectivement s'harmonise une gestion des risques au sein d'un organisme. On passe à la suivante. Allez-y. Les retombées, planification stratégique efficiente, amélioration de performance, meilleure préparation au contrôle interne à agence de notation ou contrôleurs des assurances ou autres, responsabilité et gouvernance, l'assurance raisonnable, finalement c'est la résilience, la surveillance en termes de développement soutenable, on passe à la suite. Mais le risk management, ça s'apprend pour les professionnels de gestion des risques, il faut valider leur compétence avec un diplôme et une qualification reconnue. Allez-y. Ce n'est pas obligatoire la gestion de risque, sauf dans l'assurance, dans la banque, d'une manière générale la gestion financière, dans la pharmacie, dans l'alimentaire. Il y a quand même des domaines où la gestion de risque est quand même obligatoire, mais pas pour tout. Mais la survie non plus. Et en se souvenant d'une chose, c'est que le plus grand risque pour un organisme, c'est de ne pas savoir en prendre. Parce que si vous ne prenez pas des décisions à temps, si vous ne prenez pas des risques, alors soyez sûr que la nature prendra les décisions pour vous, ce ne sera pas les meilleures. On continue. Ce n'est pas un luxe de pays riches, c'est une impérieuse nécessité pour l'Afrique de façon à optimiser les ressources dont elle dispose et savoir les exploiter mieux d'ailleurs, en particulier sa jeunesse. On continue et on garde à l'esprit ceci, allez-y. Rappelez-vous, on entre en gestion de risque comme on entre en religion. Méfiez-vous des gens qui vont vous dire « je vais vous déposer comme un bottin votre registre des risques sur le bureau de votre président et vous serez sauvé ». Ceux-là, c'est les pires. Je vais citer une remarque qui m'a fait très plaisir de M. Rang, qui est l'ancien président de Thales, qui est aujourd'hui PCA d'Airbus Industrie en France, et qui a dit « Pour moi, ce n'est pas la cartographie des risques qui m'intéresse, c'est le processus qui fait réfléchir. Le résultat, il est consommable immédiatement, et il est très vite éphémère. L'habitude du processus, ça, c'est une bonne habitude que je crée. Et comme ça, je pourrai anticiper, parce que mes gens anticiperont. On continue. Alors, bien sûr, le deuxième point, c'est un de mes amis qui est risk manager, qui était risk manager en Angleterre. Et c'est un petit jeu de mots, ça. Vous savez, ça vient du proverbe latin. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Et c'était traduit en anglais. Never make the same mistake twice. Ne jamais faire la même. Autrement dit, on revient sur le papillon et le rex que j'évoquais plus tôt. Il lui dit non, 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 c'est pas comme ça. Si vous avez une catastrophe, c'est le jour de la générale. Ça veut dire que le jour de la première, pardon. Et ça veut dire que vous n'avez pas écouté ce qui se passait le jour de la couturière et le jour de la générale. C'est au troisième coup que vous faites prendre, c'est là que les plaques de Riesen s'appliquent, vous savez, et que vous avez la catastrophe. Si vous avez une catastrophe, c'est que vous n'avez pas écouté les prémices de la catastrophe, vous n'avez pas mis en place ce que j'évoquais plus tôt, les événements sentinelles ou l'écoute des bruits-fers, et en particulier l'écoute du terrain. On continue. Allez-y. Maintenant, à vous de voguer, hein, puisque c'est un voyage que vous entreprenez et qui vous prendra dans vos 60 ans pour les plus jeunes, vos 60 ou 65 ans de carrière, car on peut espérer que vous aurez le droit de prendre votre retraite à 85 ans à peu près, si vous estimez que la retraite a un sens. Pour ma part, je vous l'ai dit, 72 ans la semaine prochaine, je pense que la retraite n'a pas de sens. La retraite, c'est le jour où le Seigneur décide de nous retirer. Merci de votre attention. Ressources techniques, les ressources d'information, les ressources partenariales et les ressources financières. Les ressources humaines sont clés. Alors, la façon dont la gestion des risques conçoit, rappelez-vous, c'est définir les objectifs les plus ambitieux possibles, mais pérennes, et aussi les réaliser. Donc, dans cette optique-là, la gestion des risques, pour moi, c'est ce qu'on appelle la gestion des compétences ou la gestion des talents. C'est-à-dire prévoir et préparer les recrutements, les formations,
les avancées nécessaires pour... Donc, le lien entre la gestion des risques et la gestion des ressources humaines est double. Le premier sur l'apport stratégique des ressources humaines indispensable. Et plus vous êtes dans un métier comme l'assurance, la banque, à haut contenu humain, plus c'est important. Et deuxièmement, aussi, détail en passant pour les assureurs, les problèmes quand même des régimes de retraite et de protection sociale, qui peuvent exploser si on ne les gère pas bien. Autrement dit, prévoir par exemple, si on construit une nouvelle usine, prévoir pour de nouveaux bureaux, prévoir une salle de sport, c'est peut-être à terme réduire les coûts de la santé pour les salariés. Des détails, c'est comme ça, c'est ce genre d'arbitrage. Oui, il y a un lien étroit. Mais je vous l'ai dit, il y a un lien étroit avec toutes les grandes fonctions. L'important de comprendre, c'est qu'il y a une gestion des risques pour les ressources humaines, il y a une gestion des risques pour les directeurs d'usine, il y a de la direction de production, il y a une gestion des risques pour les RSSI, avec bien sûr la cybersécurité qui vient de partout, mais quand même qui est son domaine. Il y a une gestion des risques liés à la finance, qu'ils soient financiers ou opérationnels, il y a les deux. Et puis, il y a des risques aussi liés aux ressources externes, dont parfois on n'a pas analysé. J'appelle les ressources gratuites. Vous savez ce que les économies appellent les parties non intégrées dans un contrat. Eh bien, là aussi, nous sommes ici ce soir, mais on est ici parce qu'on peut l'air est respirable. S'il y avait une usine Céréson à moins de 2 km qui a eu une explosion à 3 jours, on ne pourrait peut-être pas être dans cette salle. Où serions-nous à ce moment-là? Donc s'interroger aussi, quelles sont ces ressources que je ne paie pas et que j'utilise? Oh, vous les payez peut-être indirectement par les impôts, mais ça c'est autre chose. J'ai répondu à votre question? Autre question? Contrôleur financier à la prévoyance assurance. Aujourd'hui, le constat est fait. Par le biais de la digitalisation, nous assistons de plus en plus à une mutation de la plupart des entreprises, que ce soit leur taille ou leur secteur d'activité. Évoluant dans le secteur des assurances, j'aimerais savoir en fait quels sont les risques liés à cette nouvelle ère qu'est le numérique, et notamment l'impact de la digitalisation des assurances sur la fonction et le rôle du risk manager. Alors, il y a deux remarques. C'est-à-dire qu'il y a un risque avec tous les aspects cybersécurité qui vont être liés, et même pour les États. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est convaincu que la cybersécurité est une affaire d'État, ce n'est pas une affaire d'entreprise, et c'est une affaire des États. L'Union européenne, tout le monde affiche très sérieusement un plan de protection commun des différents États. Et puis, c'est bien sûr aussi un risque pour les assureurs de voir jaillir sur le métier des opérateurs non assureurs et non contrôlés. Avec tout le problème des informations dont dispose un Google ou un autre, il y a la possibilité qu'ils vendent en fait, comme ils vendent des livres, ou Amazon, vendent des assurances sans être contrôlés. C'est à mon avis, c'est un des défis auxquels est confrontée la CIMA et les fédérations nationales d'assurance aujourd'hui. C'est comment maîtriser, alors que c'est indispensable. Oui, le téléphone, ça fait 20 ans que je soumets que le téléphone est la meilleure solution pour la micro-assurance. Mais je reviens en Afrique. Oui, bien sûr, le téléphone. Mais pourquoi pas les chefferies traditionnelles? Si on veut vraiment, dans une Afrique qui est encore à 50-55% dans le domaine agricole, si on veut vraiment toucher tout le monde, il faut toucher les agriculteurs, il faut toucher les paysans. Et les paysans, ils sont encore très attachés à leur chefferie traditionnelle. Pourquoi diable n'est-on pas capable d'apprendre à utiliser les chefferies traditionnelles pour les atteindre? Faut-il que les assureurs le fassent en direct? Faut-il laisser les courtiers le faire? Je ne rentrerai pas dans ce débat, je ne veux pas me mettre à dos, soit la FIAC, soit la FANAF. Mais sûrement les deux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ventes directes qui pourraient se faire. Et en particulier, la micro-assurance. Alors là, monsieur le directeur national, je dis devant vous, la CIMA est passée complètement à côté avec son projet actuellement. Le projet, c'est la réglementation en matière de micro-assurance, telle que la CIMA a proposé, n'est pas bien. Elle ne permet pas, à mon avis, de... Je ne sais pas ce que vous pensez, mais honnêtement, là c'est mon avis d'expert, hein, donc j'ai le droit de me tromper. Mais... on vient de parler à Abidjan. En fait, la réglementation était en cours de révision. J'ai vu ça. J'ai vu dans l'état généraux. Excellente opportunité.
C'est l'occasion enfin de mettre son nez dans les affaires d'informaticiens qui gèrent le là. Moi j'ai ma série ISO 27000, si je vois la paix, je fais non. Si vous voulez, la gestion des risques, je disais parfois, est devenue trop dangereuse, trop risquée pour laisser dans les mains d'un assureur, fut-il interne. Et bien de même, la cybersécurité est trop sérieuse pour la laisser dans les mains du SSI ou du RSSI. Donc, pour moi, pour le risk manager, c'est une opportunité. Oui, donc j'attaquerai le problème sous un autre angle parce que c'est deux assureurs qui ont déjà parlé, en l'occurrence la dame de Péroyan, pour dire simplement qu'effectivement le digital, compris même la cybercriminalité après, c'est des risques de souscription. C'est des assureurs, il faudrait peut-être revenir, recentrer tous ces types de risques. Là, c'est des risques techniques, des risques de souscription, donc des risques opérationnels. Au niveau d'une compagnie d'assurance, on a généralement des risques de gouvernance, des risques opérationnels, de conformité juridique ou de SI, c'est-à-dire système d'information. Déjà, moi, je pense à la question de choix. Bon. La question de savoir est-ce qu'on l'embrasse, on tire le maximum dans les populations, parce que quand même le problème de la vie aujourd'hui, c'est la première chose. Hein. C'est que les assureurs savent gérer les risques de maladies et de fréquences. La sécurité sociale à la française, qui gère pas si mal que sur les réseaux d'évacuation ou de sanitaire, on n'arrivera à rien. Or, moi, je vois trop de quartiers, je l'ai vu à Cotonou, je l'ai vu d'une certaine manière même ici, ce qu'il fallait pour ces 4 choses vitales. Et aujourd'hui, pour... Ingénieur mécanique, spécialisé en sécurité incendie et maîtrise des risques à Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'évolue dans le domaine de la maîtrise des risques. Est-ce que c'est un profil littéraire qu'il faut pour avoir un risk manager? Est-ce que c'est un profil scientifique ou un profil comme moi qui est un profil typiquement technique? On peut venir de n'importe quel profil et ça dépendra ensuite de l'entreprise dans laquelle vous irez. Avec un profil comme le vôtre, vous aurez tendance à aller plutôt dans une entreprise de production, qui a des usines, etc. Je donnerai avec une qualification, c'est ce supplément d'âme pour débarrasser le terrain, si vous voulez, et avoir une vision globale. Ce qu'on va vous donner, c'est cette vision. Autrement dit, au lieu d'être sur le terrain avec votre casque, on va vous proposer de prendre l'hélicoptère pour survoler ensemble. Je crois que c'est la meilleure image que je puisse vous donner. Si on est dans un cabinet juridique, le risk manager doit avoir une bonne compétence juridique, puisque les risques vont être de cette nature-là. Si je suis dans une compagnie d'assurance, je pense qu'il est bon que le risk manager ait pratiqué la souscription, voire le suivi d'indemnisation. Vous m'entendrez jamais utiliser le mot sinistre, parce que je pense que c'est une erreur de communication des assureurs. Les assureurs ne gèrent pas des sinistres, les entreprises qui gèrent les sinistres, les assureurs gèrent, c'est beaucoup plus valorisant, les processus d'indemnisation. Avouez que quand vous déclarez un sinistre, si la personne vous dit « je suis en charge de votre processus d'indemnisation », c'est quand même mieux que je suis en charge de votre sinistre. Ma dernière question s'adresse à M. le directeur général de l'IFAGE. Vous qui avez pris l'initiative de créer ce master, j'imagine dans le passé que vous avez fait un sondage. Comment appréciez-vous le besoin de la maîtrise des risques dans l'industrie au niveau africain et en particulier au niveau du Sénégal? Je suis plutôt du secteur tertiaire, mais partant un peu de l'exposé du professeur, je pense que véritablement le majeur puisse s'adapter. Donc, pour tenir compte un peu des risques véritablement qui sont liés à l'activité, pour pouvoir un peu les identifier, n'est-ce pas, les évaluer, et également, si vous voulez, essayer de voir un peu comment les traiter, avec un plan de traitement, et puis tout ce qu'on peut effectivement garder, on le garde, tout ce qu'on peut maintenant par une politique d'évitement, ou bien par transférer le risque résiduel vers, donc, notamment, en général, les vous savez, j'espère que votre... Pourquoi pas, pourquoi le ministère de la Défense n'enverrait pas quelqu'un pour gérer les risques? Peut-être que si d'ailleurs on avait géré les risques à Brazza un peu plus tôt, comme je l'avais dit au président Sassou Nguesso quand il m'a remis
la décoration qui a la gentillesse de me remettre, c'est qu'on n'aurait peut-être pas eu l'explosion au centre-ville qu'on a eu. Ça m'a valu la décoration, parce que j'avais prévu et j'avais dit ça un jour ça va exploser, c'est en plein centre-ville. Vous savez, le dépôt d'armement. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir la décoration, mais je ne préfère pas la voir et que ça n'explose pas. Mais c'est chaque ministère qui devrait avoir. À mes yeux, il devrait y avoir, je l'ai même dit, écrit, mais il m'a pas répondu. Au président Macron, il devrait y avoir, au niveau du chef de l'État ou de la primature, un coordinateur de la gestion des délais dans le ministère, et avec une réunion régulière, au moins sur les ministres régaliens. Hein, au moins sur les ministères régaliens. Pour donner une information dans le sens de cette question, Moi, le risque manager devrait pouvoir aider à gérer la dette compte tenu un peu. Le non-paiement d'impôts. Oui, tout ça, ce sont des risques véritablement qui devraient pouvoir être analysés. Et quant à la cybersécurité, c'est au niveau de la primature ou du président. C'est clair que... Tout à fait. Voilà. OK. J'aimerais bien savoir si, est-ce que dans les métiers de risque manager, il y a des mécanismes mis en place pour la prévention des risques, pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme c'est le cas du contrôle interne dans le management, par exemple. Vous avez remarqué que j'ai insisté sur le papier de prévention, c'est ce qui empêche que l'événement qu'on redoute survienne. Et donc, agissant sur les causes en amont. La protection, c'est l'action sur les conséquences si l'événement a eu lieu. Et au milieu, c'est gestion de crise, gestion de continuité. Oui, bien sûr, la prévention, mais pas à tous les prix. C'est-à-dire qu'il faut que la prévention soit à un coût raisonnable et il ne faut pas que la prévention aboutisse à l'évitement si l'évitement contraint à abandonner une opportunité. Sauf si l'opportunité est une fausse opportunité et coûte trop cher. Oui, absolument, la prévention. Mais il n'y a pas... Ce qui est important, si vous voulez, c'est de comprendre que la vitalité de la gestion des risques, s'adaptant à tout moment à un monde perpétuel changement, doit garder quelques principes généraux. C'est ceux des 31 000 que j'évoque et que j'évoque certains outils avec les étudiants. Mais c'est en marchant, c'est en montant sur le vélo qu'on apprend à rouler. Et si vous voulez, c'est-à-dire un des éléments, nous aurons dans le cadre de la formation que nous avons prévue, la nécessité pour chaque étudiant d'une visite et d'une proposition à un client, entre guillemets. Et je disais même cet après-midi au DG, je souhaite même, si c'est possible, que le client en question vienne assister à la soutenance. Pour qu'à la limite, ce soit lui qui dise non, là vous déconnez complètement, c'est pas possible. C'est pas à moi, professeur, de le dire. C'est au client de dire non, ce que vous proposez là. Par exemple, au classique à Yaoundé, c'est les gens qui vont visiter un couturier, hein, qui travaille à la briqueterie, et qui vont me dire pour le risque incendie, il faut mettre des sprinklers. Il n'y a pas d'eau. Je ne vais pas parler de sprinklers. Parlez-moi déjà de savoir arrêter, d'avoir un extincteur en état de fonctionnement, déjà, pour arrêter un début. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et d'avoir peut-être une machine à coudre aussi, si jamais on n'a pas de groupe électrogène, une machine à coudre à pédale bien ancienne, pour pouvoir continuer à coudre même quand il n'y a plus d'électricité. Je sais qu'à Yaoundé, ça arrive fréquemment. Je dois sans arrêt relancer les étudiants. Ils ont tendance à vouloir me proposer, vous savez, le système d'FM Global, que j'aime bien, je suis en très bon terme avec FM Global, le numéro d'FM Global qui est au Luxembourg est un de mes grands amis. Et il est prêt à soutenir les efforts qui seront faits ici. Mais, ceci étant posé, adaptons-les. Hein? Peut-être que le meilleur antivol dans une usine, c'est pas de mettre des caméras de surveillance que les gens iront peindre et puis qui ne marcheront pas au bout de 3 semaines parce que la maintenance sera en France ou Dieu sait où, que ça va coûter très cher. Peut-être que pour ce prix-là, on peut avoir 10 gardiens autour de l'usine pendant toute la nuit. Par contre, c'est ce que je disais au président de l'Assemblée nationale à Yaoundé, à M. Cabal, je lui disais par contre, si vous en mettez 10 autour, ne mettez pas 10 Zeundo en plein milieu de Yaoundé. Et la présence très discrète dans la salle de M. Wan, qui est directeur général de Salama Assurance, si je bien ça. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là.
Comment? Non, je salue votre présence. Oui, d'accord, merci. Merci pour cet honneur. Merci aussi à vous tous d'avoir été là pour cette conférence inaugurale. J'espère que vous prendrez le temps, vous saisirez vraiment cette chance de vous inscrire pour le master. Merci à vous. Merci à vous, M. Mamadou Dem, je suis directeur des assurances au ministère de l'économie, des finances et du plan. Merci beaucoup, je pense que c'est une journée intéressante. Vous voyez, on a assisté à une belle présentation. Le risque management, c'est vrai, les gens l'entendent. Je pense qu'à partir de maintenant, en tout cas les gens qui étaient dans cette salle, et je compte sur les médias pour diffuser le message, je pense qu'ils ont perçu l'importance qu'il y a donc de former les gens en risque management et l'importance du risque management. Surtout qu'on a vu que c'est une fonction transversale et c'est une fonction qui touche à tous les secteurs de la vie, contrairement à ce que certains pensent que ça se résume aux banques et aux assurances. Donc je pense que c'est une formation qui est venue à son heure et qui va combler un certain vide qui est là. Et je pense que ça sera pour le développement tout au moins de nos secteurs d'assurance. Donc comme vous le dites, nous on est la tutelle des assurances. Donc, comme je l'ai signalé, on est content qu'il y ait des instituts dans notre pays qui, quand même, s'adonnent à cette formation-là. Comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. Donc, vous aussi, vous êtes l'État. S'il y a des instituts comme IFAGE qui peuvent quand même faire cette formation, donner cette formation, je pense que ça va dans le sens de ce que l'État peut-être aurait dû faire et qu'ils sont en train de faire. Et je les remercie pour ça. Et ils ont notre soutien pour cela. Je sais qu'il y a beaucoup de nos cadres qui donnent des cours ici, qui soutiennent cet institut. Et je suis content, comme je l'ai dit, le professeur Luiseau a été mon professeur à l'Institut international des assurances. Et le cours, en 20 ans, 23 ans, a extrêmement évolué, ce qui note que c'est un cours dynamique. ci wolof waaw comme ni ñu ko waxee léegi ci tubaab kontaan nañu te sawar ci ñëw fi parce que lii ñu nar a jàngale tey xaw ma nu ma koy waxee ci wolof risque manager dafa doon benn discipline boo xam ni dafa am solo ñu bëri dañu yaakaaroon ne ci banque ak assurance rek la yem mais gis ngeen bi professeur bi pare exposé ngeen gis ni ci secteur wàll yëpp risque manager mën na ci nekk dana tax yëf yi gën a efficient gën a xam nga nu ma koy waxee ci wolof gën a yemb voilà donc kooku am na solo donc ñu ngi encouragé nit ñi bu baax pour ñu def formation bi suivre ko mais surtout ba ñu paree ñu appliquer ko ci terrain bi defe naa loolu dina am solo loolu ci réew mi. Nous sommes ici à l'IFAGE pour inaugurer en somme et préparer la première session du master en gestion de risque. Je suis Jean-Paul Luiseau, je suis professeur anciennement à la Sorbonne et actuellement j'interviens à l'Institut international d'assurance à Yaoundé depuis en fait 1986, je le disais avec le directeur de l'IFAGE précédemment. Pourquoi la gestion des risques? Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un luxe de pays riches, c'est au contraire essentiel dans les pays en développement de façon à optimiser l'utilisation des ressources. Gérer les risques aujourd'hui, ce n'est pas fuir les dangers, c'est en fait optimiser la prise de risque, car il n'y a pas d'évolution sans prise de risque, mais encore faut-il prendre des risques mesurés et savoir où on va. Donc en réalité, risque, qui d'ailleurs veut dire en latin, vient du latin riscare, qui veut dire oser. Oser, c'est effectivement savoir saisir les opportunités, mais aussi les mesurer et en mesurer les conséquences, et contenir en même temps les menaces. Donc risque n'est pas mauvais en soi. Risque, c'est positif et négatif, c'est yin et yang si vous voulez. Encore faut-il savoir. Je pourrais reprendre d'ailleurs ce que j'entendais à la FANAF à Kigali il y a 2 semaines sur le fait du vent. En disant, certains, quand il y a un grand vent qui arrive, c'est un proverbe chinois, me dit-on. Il y en a qui construisent un mur et le mur peut tomber. Et il y en a d'autres qui, au contraire, construisent des moulins à vent pour saisir l'opportunité. Je crois qu'on ne peut pas mieux traduire ce qu'est la gestion de risque. Saisissons les opportunités, développons-nous, mais avec une façon de contenir les dangers, de façon à ce qu'on progresse effectivement.
Gérer les risques, c'est optimiser la performance de tous et de chacun. Alors, pour ce qui est du programme, on va le préciser. C'est un master, donc avec tous les attributs d'un master, qui est centré autour de la gestion des risques et qui conduira les étudiants en 2 années, j'espère, à avoir en fait la maîtrise de disciplines reconnues internationalement. Et nous en parlerons un petit peu plus là-haut, si vous le permettez. OK. Je vous ai dit, je répondrai, on va le développer là-haut, mais simplement en un mot, l'assurance est un des moyens de financement des risques résiduels. Ça ne résume pas la gestion des risques. En revanche, gérer les risques pour les assureurs, c'est au cœur de leur métier.